Bonjour et bienvenue avec Morpheus et Tika dans cette nouvelle émission L'enfant a un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai le retour de Hilda qui doit être dans le quartier. Est-ce qu'Hilda, elle est là? Oui, je suis là, Christophe. Bonsoir Hilda. Bon, Hilda, tu es de retour parce que tu as des choses à dire. Alors ce qu'on va faire, ça va être très simple. Tu nous rappelles déjà dans quelle région tu es pour que les gens te situent et puis je te laisse je te donne la parole. C'est toi qui racontes tout ce que tu as à raconter. Vas-y, Hilda. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Hilda Alberto Mangunda et j'habite à Bordeaux, dans la petite commune de Pessac. D'accord. C'est un endroit que j'aime beaucoup. On a une vie assez paisible. C'est dommage que j'ai tous ces problèmes parce que franchement, j'aurais pu vivre une belle vie tranquillement, sans histoire. D'accord. Bon. Eh ben, tu racontes les histoires que tu as justement, à quoi est-ce que ça concerne et comment ça se passe en fait. Vas-y, raconte, Hilda. Aujourd'hui, je voudrais parler uniquement de ma fille Alexandra. Oui. Parce qu'en fait, je comprends que le jour d'aujourd'hui, je suis poursuivie, photographiée, harcelée, pointée du doigt comme une voleuse dans les transports en commun, partout, dans toute la région. J'ai déménagé 17 fois, ça m'a toujours suivie. Parce qu'en fin de compte, à la proie de ces messieurs, ça a été ma fille Alexandra. Et D'accord. j'avoue, Christophe, que ce qu'ils ont fait vivre Alexandra, c'est vraiment quelque chose de diabolique. D'accord. Je vais vous montrer une photo et je vais vous envoyer tous ces documents, Christophe, pour que vous puissiez le mettre à la fin de la vidéo. Oui. Alors, ici, c'est Alexandra. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, 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 oui. Je vois. Alexandra et sa petite fille. D'accord. Donc, à l'âge de sa petite fille, ici la maman, Alexandra a commencé à être violée à l'âge de 3 ans à l'école maternelle à Beauvais, dans notre propre appartement, chez la nourrice, Madame Edith Tavares. Et toutes ces années, ces hommes nous ont tracés, isolés et continué à violer ma fille. C'est triste en fait. Alors, moi, de toutes les histoires que ma fille m'a racontées, comme ça, en certaines périodes ou de colère ou d'apaisement, c'était tellement poussé que moi, je croyais que c'était un cauchemar. Et c'est plus tard que je me suis rendu compte que ce n'était pas un cauchemar, que ma fille a bien vécu ces horribles choses. Alors, figurez-vous que ma fille, à Christophe, Alexandra, à Beauvais, des hommes rentraient dans notre appartement et allaient la violer à tour de rôle à l'âge de 3, 4 et 5 ans dans sa chambre, pendant que moi, j'étais en train de regarder la télévision pour apprendre la langue française. J'habitais dans un bon quartier, en sécurité. C'était pas possible d'imaginer une chose pareille. Et Mais, ma fille, ouais. Mais là, ce que j'essaie de comprendre, c'est tu habitais toute seule avec ta fille, tout à fait. mais comment les Et gens ils pouvaient rentrer dans ton appartement? alors, il y a trois choses qui sont importantes. Et je pense que là, c'est vraiment la fondation de cette histoire. Un jour, j'ai reçu un couple qui est venu me vendre, soi-disant, une cuisine à monter, une cuisine aménagée. Et Oui. ces couples est resté toute la journée chez moi. Et ils m'ont demandé de café, de thé. Et j'allais à la cuisine à faire le thé, le café, parce que cette histoire date de 30 ans. Et à la fin de la journée, ils sont partis. Je crois qu'ils ont même fait une journée de 6, 7 heures chez moi. Et après, j'ai appelé la grand-mère de ma fille, je lui ai raconté cette histoire. Mamie, des gens sont venus pour me vendre une cuisine, sont restés toute la journée, me demandaient des thés, des cafés, j'allais faire, etc., 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 avec des gâteaux. Et la grand-mère de ma fille m'a dit, ils ont profité parce que tu es étrangère.
Après cette visite, en fait, je me rendais compte au jour d'aujourd'hui qu'un homme de race blanche, toujours le même, était tout le temps en bas de mon immeuble. En fait, il me surveillait. Il me surveillait parce que j'habitais dans un endroit résidentiel, n'avait pas de magasin. Dans mon immeuble, j'étais la seule jeune femme et célibataire. Tout le monde était âgé et marié. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que cet homme me surveillait. Pourquoi? Je l'ignore. Je ne parlais même pas français. Je comprenais même pas la moitié de la conversation que les gens me disaient. Et je ne comprends pas comment ce monsieur, pour quelle raison, est allé me surveiller tout ce temps-là. D'accord. Et en fait, le couple, ils ont mis des caméras chez moi. Donc, ma fille, elle a 3 ans à peu près, hein. Nous sommes donc en 1997. Ma fille, elle Oui. a 3 ans, Christophe. Ils ont mis des caméras. Donc, l'appartement était en longueur. Alors, les gens, quand ils rentraient dans la chambre ou dans l'appartement, si j'étais à la salle à manger en train de regarder la télévision, là où se trouvait la télévision, je ne pouvais pas voir qui rentrait. Mais en même temps, ce n'était pas quelque chose que je pouvais imaginer possible. Ça on ne peut pas l'imaginer. Oui. Et en fait, cette histoire se produisait pendant cette période-là. Et à cette époque-là, j'avais un petit ami qui s'appelait Eric Bisset. Et parfois, il venait chez moi. Et souvent, quand il venait chez moi, ma fille criait. Alors, Eric, il assistait. Je vais aller la voir. Je suis pédagogue. Je vais lui lire une histoire. Et en discutant avec quelques activistes de mon pays d'origine, l'Angola, ils m'ont expliqué qu'en fait, selon eux, quand Eric allait dans la chambre, allait voir comment ça se passait avec ses hommes et qu'il était censé avoir été donc le protagoniste de cette histoire. Eric Oui. Bisset, il travaille comme éducateur à Coyo en Picardie. D'accord. Et moi, Christophe, ma fille a vécu beaucoup de choses. Mais juste quand je pense à ces petits détails, en fait, le reste devient insignifiant. Parce Oui, que je ne oui. sais pas si vous vous rendez compte, vous mettez une petite fille couchée, après sa douche, son repas, vous la mettez couchée, vous allez de l'autre bout de l'appartement voir la télévision pour apprendre la langue française, la culture française, et des hommes rentrent à tour de rôle et vous violent votre enfant. C'est Oui. possible, ça? Non, non, mais j'écoute parce que là, ça me surprend en fait. Voilà. Ouais. Et elle m'a dit ça. Et moi, quand elle m'a raconté cette histoire, il m'a dit aussi qu'à l'école maternelle, à rue Leclerc, à Beauvais, elle était aussi violée. Le maître l'a menée, il faisait des choses. C'était sa parole. Et elle m'a aussi certifié que chez Madame Edith Tavares, l'assistante sociale, elle se faisait violer. Et je me souviens que dans les derniers temps, quand je l'amenais chez Edith Tavares, qui avait 3 enfants pour jouer avec elle, hein, de son âge, mais elle se débattait pour pas rester. Et moi, je ne comprenais pas. Mais quand je l'ai déposé ma fille, hein, c'est parce que j'avais forcément besoin d'aller faire quelque chose d'important, comme par exemple à l'époque, c'était aller au point jaune, au pôle emploi, des choses comme ça. La Oui. MPE, je ne pouvais pas l'amener. Oui. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, je constate que ma fille a vécu ces horreurs-là. Et moi, dans ma naïveté, je n'ai pas compris. Ah oui. C'est difficile d'ailleurs, hein. Je n'ai vraiment pas compris. Et donc, les années se sont écoulées. Et nous avons donc, j'ai fait une formation dans l'hôtellerie, ensuite j'ai fait une formation de commis de cuisine et ça m'a mené à l'hôtel Sofitel à Cannes, qu'aujourd'hui c'est l'hôtel Radisson. Et j'ai donc pris la boîte d'emploi. Ensuite, j'ai loué un appartement, un studio. Je suis allée récupérer ma fille qui était restée avec son père, je crois, 2, 3 mois. Et j'ai commencé une petite vie tranquille. Et un jour, ma fille arrive de l'école et elle me dit, Maman, tu sais, à l'école, il y a des grands qui font des choses aux enfants. Mais là non plus, je n'ai pas compris. Et aujourd'hui, je me rends compte que toutes ces années, j'ai été isolée, toute seule. À chaque fois que j'avais une copine, c'était une personne de l'intérieur qui faisait le vide autour de moi à l'intérieur, de l'intérieur.
Donc, Christophe, c'est quand même 31 ans de solitude. La seule amie qu'aujourd'hui j'ai pour pouvoir parler au téléphone, c'est Gladys et Esperanza, que nous vivons les mêmes choses. Au jour d'aujourd'hui, encore, les gens me fouillent, bien sûr, parce qu'ils reçoivent de coups de fil que disent c'est l'État français, c'est la France, vous ne l'approchez pas. Et si vous l'approchez, c'est le contrôler, la surveiller pour nous. Donc, les gens préfèrent disparaître. Donc, à Cannes, ma fille a vécu ça. Et là, je me débat en faisant un séjour linguistique en Angleterre. Après, j'ai pensé m'installer là-bas. Donc, je prends ma fille avec moi, je le mets là-bas. Et mes collègues de travail me donnent donc des adresses pour pouvoir trouver un logement et toutes ces choses. Et tout ce que je mets en place, à un moment donné, on arrive et on casse tout. Et en fait, je me rends compte que même en Angleterre, j'ai été tracée toutes ces années. Ils ont toujours saboté mon déménagement et ma vie, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France. En France, j'ai déménagé 17 fois. C'est quand même pas normal. Et ça, je l'ai comprise en fait parce que en Angleterre, ils ont ce qu'on appelle la taxe back. La taxe back, c'est le solde de tout compte. Une fois que vous avez fini de travailler et que vous rentrez dans votre pays d'origine, c'est systématiquement remis sur votre compte bancaire. Et moi, on n'a jamais mis. Et après, je me suis dit, bon, si on ne me met pas le tax back, je fais quand même les documents. Et j'ai fait les documents. Donc, je vais vous le donner pour que vous puissiez quand même le mettre en ligne pour comprendre pourquoi l'Angleterre aussi s'est mêlée de cette histoire. Qu'est-ce qu'ils ont sur moi? Ils me reprochent quoi? C'est un pays trop fait des caméras. J'ai travaillé dans des hôtels de prestige. J'ai été dans l'intimité des gens. J'ai même nettoyé les appartements. J'ai même nettoyé les appartements privés de Roman Abramovich, le propriétaire du Chelsea Football Club où j'ai travaillé comme femme de chambre. Jamais personne ne m'a pointé du doigt d'avoir disparu quoi que ce soit. Alors, je ne comprends pas pourquoi ces hommes m'ont tracé comme ça. Oui, ben, c'est... Donc, en Angleterre, ils m'ont saboté aussi. Saboté toute, toute tentative de m'installer avec ma fille paisiblement. Les vols de compte bancaire, ça a toujours été systématique. Et après, en fait, je me rends compte de cette vérité une année plus tard. Une année plus tard, nous sommes donc en 2001, ils m'ont saboté en Angleterre. Et en 2002, je rentre en France avec ma fille, je me réinstalle à Cap d'Agde, vers Monaco. Et là, je pars ensuite en Angleterre à passer des vacances. J'amène ma fille à déjeuner, prendre son petit déjeuner au McDonald's. Et là, un homme, bien sûr, est en train de la surveiller. Vous voyez, Christophe? Oui, oui, oui. Vous voyez, cet homme la surveille. Hein? Oui. Là, j'ai pris qu'une seule photo. Comme je suis arrivée, j'étais un peu fatiguée. Je n'ai pas pris la deuxième, mais je vais vous envoyer tout. Ici, il la surveille. Quand elle revient, moi, je fais donc la photo à ma fille de retour de son achat au comptoir du McDo. Et là, je me rends compte qu'il baisse la tête. Et c'est maintenant, avec ces photos, que je me rends compte qu'ils ont toujours été là, autour de ma fille à leur proie. Et cette petite s'est tue. Alors, de là, nous sommes toujours donc dans les années 2002-2004. Après une vie plus ou moins bien réglée, que je pensais que j'allais l'avoir maintenant, étudier, avoir des copines, devenir adolescente. Je l'avais mise dans une école privée. Ses camarades étaient des nièces, des Miss Chili, de football, comment on appelle ça, des footballeurs de Monaco. Elle avait un bon cadre de vie. Elle avait des bonnes copines. C'est une fille qui a toujours été très jolie, très soignée. Et là, j'ai un autre problème qui arrive de nulle part. Cette femme que j'ai déjà parlé dans la vidéo précédente, Monique Pavanetto. Et en fait, quand je me rends compte l'acharnement, le vide autour de ma fille, les copines qui disparaissent, la petite qui est presque en dépression,
On va faire les 100 pas sur mes lieux de travail en inventant tout. Donc, j'ai vraiment été classée, isolée, pétrie toutes ces années, Christophe, et ça fait 31 ans. Et ça n'a pas de sens. En 31 ans, il me filme dans mon quotidien, m'écoute, il me photographie, on me marginalise d'une force à beaucoup partout où j'ai été. Des collègues de travail qui se sont frottés à mes fesses, et des collègues de travail qui m'ont jeté des bouteilles à la figure, de l'eau, qui m'ont traité de tout, qui m'insultent dans les transports en commun. Et moi, je regarde, je dis, mais attendez, j'ai raté quelque chose, enfin. J'ai jamais été ce type de personne. Et en fait, c'est maintenant que je comprends que tout ceci était une stratégie. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé travailler et j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'hôtellerie-restauration et j'ai toujours bien gagné ma vie. Donc, j'ai jamais eu de soucis d'argent parce que j'ai toujours eu cette force d'aller travailler. Et là, je m'installe à Cap d'Aille, je suis très contente. Ma fille elle trouve des copines avec de bons cadres de vie, etc. Elle est invitée à des anniversaires, à son tour aussi. Et me tombe encore l'histoire de cette femme de manière acharnée. Mais que cette histoire, avant que l'histoire de cette femme, Monica Pavaneto, qui habite Cap d'Aille, n'aille aussi loin, j'ai senti ma fille dans une extrême tristesse. Et je me suis dit qu'elle ne pouvait pas être si triste. Parce que moi, j'ai jamais eu de problème avec l'alcool, la drogue. Et ça, c'est des choses que je ne connaissais pas. En fait, tout ça, pour moi, c'était au cinéma. J'en buvais un verre de vin de temps en temps quand je me faisais inviter par un amoureux, par un prétendant. Et donc, je n'achetais pas, j'avais pas la moindre idée d'aller au magasin, acheter une bouteille de vin ou une bière. Je n'avais pas cette notion de choses, cette notion-là. Donc, j'avais une vie saine. Et ma fille a toujours vécu sainement. Et quand j'ai vu cette tristesse, une fois que je l'avais mise à l'école Saint-Joseph, à Menton, à Roquebrune-Cap-Martin, une école privée, elle avait une tristesse profonde. Et les copines l'avaient laissé tomber. Je l'amène donc à l'hôpital Princesse Grace de Monaco pour la faire examiner. Parce que, bon, il a commencé à avoir beaucoup de signes. Et puis, cette femme Monique aussi m'a mise à beaucoup de choses en tête. Et moi, j'ai toujours une bonne relation avec le père de ma fille. Je l'ai quand même amenée à l'hôpital. Et la gynécologue à l'hôpital Princesse Grace de Monaco m'a dit que non, votre fille n'a jamais été touchée, qu'elle était vierge. Ma fille avait à peu près 11 ans. Alors que ma fille a commencé à être violée à l'âge de 3 ans. Et donc, toute cette période de sa vie, jusqu'à l'âge de 31 ans, elle a été encore violée. Et alors, je me pose la question, qui a demandé à la gynécologue de me mentir? Et puis, je me rends compte aussi que la gynécologue ne s'est même pas donné la peine de me donner un certificat, un papier. En fait, c'est avec le temps et la maturité que je vois cette organisation qui s'est faite autour de moi. Et elle était là et ma fille subissait tout ça. Et moi, je n'en avais pas la moindre idée, Christophe. Et parce que j'avais aussi foi dans ma fille en me disant que si un jour je lui ai dit, si quelqu'un te touche un jour, tu me le dis. Ton corps est sacré, personne n'a le droit de toucher à ton intégrité. Elle m'a dit oui, maman, elle avait 8 ans. Donc cette petite m'a menti les yeux dans les yeux. Et c'est des années plus tard qu'elle me dit oui, tu penses que ça a été facile de vivre qu'un père incestueux. Oui, voilà. Papa. Mais un jour, elle a essayé de me parler. Elle avait à peu près 10 ans. J'ai acheté une voiture dans un garage à Draguignan, je ne me souviens plus du nom. Et en partant avec la voiture à la maison à Cap d'Aille, elle était assise à côté de moi sereinement et je lui ai dit, tu n'as pas peur? Et ma fille m'a dit non. J'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas peur? Maman, elle vient d'acheter une voiture. On conduit depuis un certain temps, hein, peut-être une année et deux.
aux deux que j'avais plus conduit de voiture et tu n'as pas peur? Elle m'a dit non. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu n'as pas peur? Elle m'a dit, parce que j'ai confiance en toi. Ma fille avait confiance en moi, Christophe. Ouais, c'est bien, c'est bien. Elle avait confiance en moi. Mais elle n'a pas parlé. Et donc, du coup, ces hommes ont toujours été là, comme vous voyez ici en Angleterre. Là, ils ont toujours été là, l'ont toujours tracé. Et quand j'ai amené ma fille à l'hôpital Princesse Grâce à Monaco, c'est ici, avec cette copine, Loredana. Voilà. Et donc, Mais donc là, l'hôpital, il a rien découvert, ils ont rien dit. non, la gynécologue m'a dit qu'elle était vierge. Elle ne pouvait pas être vierge. Elle commençait à être violée de l'âge de 3 ans jusqu'à cette période-là. Elle était violée par son père, selon elle, qu'il est partagé avec les amis. Alors, comment cette gynécologue m'a dit qu'elle était vierge? Donc là, si je comprends bien, qu'on soit très clair, tout ce que tu as pu subir, Hilda, c'est attaché quand même au père de ta fille. Aujourd'hui, il me semble, mais vous savez, Christophe, Là, à mon avis, pour que tu subisses comme ça, il n'y a que lui qui était la tête de pont dans toute ton organisation. Hein. Ça, je vois pas d'autres solutions. Je vois pas d'autres solutions. Il t'a trompé du début jusqu'à la fin. incroyable, incroyable, Et, incroyable. et c'est lui qui a cautionné tout ce qui s'est passé autour de ta fille. Ça me paraît évident. Oui, mais aujourd'hui aussi, je commence à être consciente, Christophe, parce que tout ce que je mettais en place pour ma fille, il le sabotait. Vous voyez? Le sport, la psychologue, il a isolé la petite de toutes les copines du quartier, alors qu'il était un alcoolique qui restait avec ses amis. La voisine qui me dit, je veux appeler la police parce que Pierre partage sa fille. Euh, Tu as des témoignages comme ça, non, de gens qui ont témoigné de ça ou pas? Non? Bah, les gens sont là, c'est la police. La police doit faire une enquête parce qu'Alexandra est violée de l'âge de 3 ans. Le dernier viol, elle l'a subi à l'âge de 30 ans à Monaco, après que le type l'ait droguée, l'ait violée, l'ait mise enceinte et a exigé qu'elle se fasse avorter. Quand même, c'est beaucoup, Christophe. Oui, c'est beaucoup. La justice, elle doit faire son travail et elle doit faire une enquête. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Alexandra, elle a développé la maladie de Diogène. Elle vit dans la poubelle. Elle gagne 1900 euros comme préparatrice en pharmacie à Monaco. Elle dépense l'argent, elle reçoit le 2, le 10, elle n'a plus un centime. Elle ne paye pas le loyer depuis 8 longs mois. La propriétaire, dimanche, est allée dans l'appartement parce qu'elle n'a plus renouvelé son bail, bien sûr qu'elle le doit beaucoup d'argent, pour visiter l'appartement et Alexandra n'a pas ouvert la porte en disant oui, j'ai peur, je me sens menacée. Je l'ai même enregistré, je vais vous l'envoyer. Je me sens menacée, je vais appeler la police parce que psychologiquement, elle ne se retrouve plus. Et puis, Christophe, ces hommes l'ont laissée seule et la maintiennent seule jusqu'au jour d'aujourd'hui. Font fuir les prétendants. Elle s'est fait même chasser. Les collègues ne mangent même pas un repas avec elle. C'est-à-dire, eh, c'est ça que je ne comprends pas. Si moi je suis la dite criminelle, pourquoi ils ont toujours maintenu cette fille dans cette solitude? Hein, c'est un réseau de prostitution qu'il y a autour de toi, en fait. Moi, par exemple, ils m'ont toujours maintenue toute seule. Sur 31 ans, peut-être que j'ai dû avoir 200 rapports intimes qu'un homme, le Silvio Garzel, le PDG de Ferrero Rocher, le Michael Claes, l'agent immobilier de Cannes. Il y avait ces deux hommes avec qui j'ai eu des relations longues et le Paul Talmier, qui est première fortune de Carcassonne, avec qui j'ai eu quelques liaisons. Après, je me suis mariée et ça n'a pas marché parce que, bon, ils ont approché mon mari, ils ont parlé. Ils n'arrivaient pas à me toucher. Et j'ai été tellement déçue qu'après, j'ai mis fin. Dans ma tête, j'ai dit non, c'est bon, ça me suffit.
Et là, j'étais donc dans cette quête de savoir qu'est-ce qui se passait autour de ma fille. Donc, je ne comprends pas comme ça se fait. Je ne comprends pas comme ça se fait que il ne laisse pas cette jeune fille avoir une vie. Non, parce qu'elle est tombée dans un réseau, c'est tout. Elle est tombée dans un réseau. D'accord? Donc, et crois-moi, les réseaux, quand ils sont actifs, tu peux essayer de faire tout ce que tu veux, tu peux pas leur résister, hein. C'est une organisation qui est derrière. Tu subis une organisation. Oui, tout à fait, Christophe, parce que vous savez, la quantité de personnes qui me surveillent, c'est des millions d'euros par jour. Et Oui, quand on mais parle, ils ont des moyens, ces gens-là. Ils ont des moyens, de toute façon, hein. oui, mais Christophe, quand on parle des réseaux de prostitution, moi, je ne le suis pas, je suis seule depuis toujours. Alexandra, c'est une fille qu'ils ont isolée, donc aucun homme ne l'approche. De temps à autre, elle subit un viol et donc elle parle. Elle ne porte jamais plainte. Et surtout, c'est que ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on insiste tant avec cette petite fille. C'est ça que je ne comprends pas. Ils l'ont construite à 12 000 euros de dette à la CAF. Et au jour d'aujourd'hui, la CAF ne lui verse pas un centime d'euro. Dans un mois, elle sera mise à la porte avec sa petite fille dans les bras. Et puis, j'ai entendu quelque chose vraiment de très... C'est ça qui m'a troublée en fait. Monsieur avec qui je suis mariée, encore pour l'instant, mais on est en instance de divorce, m'a dit que selon lui, pendant ces 3 jours ou 4 que ma petite fille, la fille d'Alexandra, dans la photo, Ouais, ouais. subissait des viols chez l'assistante, chez la nourrice agréée, chez la nourrice à Beau Soleil, Madame Mena Diaz, Alexandra était au courant. Maintenant, je me pose la question, comment Alexandra peut être au courant, Christophe? Moi, je suis arrivée 3 jours après apparemment cette situation qu'elle m'a autorisée à venir parce qu'elle m'a autorisée. Elle m'appelle vendredi, aujourd'hui, elle m'a dit, maman, Alexandra, ta petite fille est malade. J'ai dit, j'arrive. Elle m'a dit, ne viens pas aujourd'hui, viens que lundi. C'était donc un vendredi, je crois. Et je viens que lundi. Lundi, j'arrive, l'intimité de ma petite fille est déchiquetée, l'anus, le vagin. Je regarde cette petite et je sens mon âme qui quitte mon corps. Et je dis, Jésus, mon Dieu, pas maintenant parce qu'elles ont besoin de moi. Et je demande à Alexandra, qu'est-ce qu'elle a eu, Rita? Et Alexandra me dit, comment on appelle? C'est une diarrhée acide. Alors, elle me dit une diarrhée acide qui a marqué comme ça la petite, le clitoris déchiqueté. Elle hurlait de toutes ses forces. Elle se réveillait en pleine nuit. Elle hurlait dans tous les sens. Mais faut savoir, Christophe, que toutes ces années, Alexandra, et maintenant je me rends compte, elle m'a maintenue dans une espèce de pauvreté, de misère. Hein? J'ai frôlé, j'ai failli être clocharde. Hein? J'ai vécu dans les couvents, les monastères pour ne pas dormir dehors. Donc, c'est une petite, on aurait dit qu'on l'avait payée pour me tirer vers le bas, ma fille. Donc, elle a sombré dans une espèce de perversité vraiment travaillée, très affinée. Et Elle a subi le système qui l'a transformée, en fait. oui, et puis je me suis rendu compte aussi qu'un jour, elle m'a dit, de toute façon, tu trouveras personne qui ment mieux que moi ou qui sait convaincre mieux que moi. Et donc, quelque part, je suis la poubelle. Tous ces problèmes et tous ces tracas, par exemple, devant les assistantes sociales et tout, elle me jette en pâturage, au point que je suis interdite de voir ma petite fille. Et Ouais. pourtant, je suis interdite de voir ma petite fille. Et pourtant, cette jeune femme, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, elle a, selon monsieur en question, savait que sa fille se faisait violer. Mais une mère ne peut pas accepter sa fille de 2 ans se fasse violer. Si. Moi,
Moi, je ne parlais pas français. Je ne Je vais, comprenais pas français. Je ne pouvais je pas vais- imaginer ça. je vais te dire pourquoi ça se passe comme ça. C'est que elle laisse faire simplement parce qu'elle, elle a subi. Elle a subi la même chose et elle reproduit. C'est très souvent comme ça que ça se passe. Comme elle a subi en tant qu'enfant, elle laisse faire ce qui se passe à sa propre enfant. C'est abominable, mais c'est comme ça. Euh, alors, il a aussi un problème qui est très important. Et là encore, ce monsieur qui me l'a dit, selon lui, c'est que Alexandra a dû, selon lui, participer à une bagarre parce qu'à une certaine période, apparemment, on l'avait mise à la prostitution, a participé à une bagarre qui a fini avec un meurtre. Et maintenant, je regarde cette histoire et je me rends compte que c'était la période des vacances de 2016 qu'elle s'est sauvée au Brésil. Et arrivée au Brésil, Christophe, le réseau a réussi à l'enfermer à l'aéroport de Rio de Janeiro. Heureusement qu'il avait les Jeux olympiques où elle a vécu 3 semaines. C'est-à-dire que cette fille s'est pointée au Brésil. Elle n'a pas pu se faire un ami, et elle a vécu à l'aéroport jusqu'à ce qu'un fonctionnaire de l'aéroport a demandé à un pilote d'Air France à propos d'Alexandra. Et le pilote a trouvé une place d'avion et l'a renvoyée ici en France. Et quand elle arrive en France, comme moi j'étais appauvrie, le moindre centime, je l'envoyais pour qu'elle mange là-bas, pour qu'elle essaie de se payer des auberges de jeunesse. C'était en plein Jeux olympiques, tout était trop cher. Et quand elle rentre, son père, qui le paye le billet de train de l'aéroport de Roissy jusqu'à Montpellier, au lieu de l'envoyer à Bordeaux, il l'envoie à Montpellier où elle subissait des viols dans son propre appartement. Pendant la période qu'elle était en faculté de médecine, on l'a droguée dans les bars de jeunes et on l'a violée chez elle et elle s'est réveillée. Les violeurs étaient en train de dormir. Et son père l'a quand même envoyée là-bas. Et moi, j'étais trop pauvre. Et le monsieur avec qui j'étais mariée ne travaillait pas. Donc, du coup, j'ai pas pu la récupérer à ce moment-là pour la soigner et la faire parler. Et vous Ouais. voyez, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que tout autour de moi œuvre de manière à ce que ma fille part en catastrophe. Non, mais en fait, c'est pas compliqué. Le premier de tous les coupables, le premier de tous les coupables de tout ce que tu as subi, c'est le père. C'est personne d'autre. C'est lui qui a tout manipulé depuis le début. Faut bien que tu me mettes ça dans ta tête. C'est rien d'autre. Ce n'est rien d'autre. Le père de ta fille, c'est à mon avis un pervers. D'accord? Et lui, il avait des réseaux. Je dirais même que non seulement il est pervers, mais je pense que c'était le premier des proxénètes de ta fille. Voilà. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Surtout si ta fille t'a dit qu'elle avait été violée par son père. Tout à fait. Bon, donc ben, cherche pas à comprendre. Tout le schéma, il est bâti sur ça. Et lui, le père, c'est la perversité absolue. Voilà. Et toi, tu as subi, tu as fait confiance parce que tu apprenais le français, parce que tu étais étrangère. Tout le cheminement où tu étais en train d'apprendre, il en a profité. C'était, franchement, pour moi, c'est un pervers absolu. Hein. Et les conséquences de ce que subit ta fille, c'est attaché simplement à tout ce qu'a mis en place le père. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et alors, ta fille, qu'est-ce qu'elle a? Ben maintenant, comme elle a subi en tant qu'enfant, elle fait subir à sa propre fille. Et ça, c'est un effet mécanique, hein, parce que ça n'arrive pas qu'à ta fille. C'est un constat qui est fait par des gens qui vivent la même chose que toi. Quand le père a été pervers, qu'il a profité de sa propre enfant, d'accord? La victime, l'enfant qui est victime, fait subir la même chose à son propre enfant. Ça, tu pourras l'entendre dans plein d'émissions, enfin dans plein de constats, mais ça, c'est quelque chose qui est presque mécanique, malheureusement, tu vois. Et ça, toi, tu n'es pas responsable de ça. Tu as subi un environnement très négatif. Voilà. C'est pour moi, franchement, et à mon avis, non seulement il est pervers, mais il devait appartenir à un réseau.
Voilà. Parce que lui-même a subi des viols quand il était petit. Eh ben, voilà. Donc, Au pensionnat. eh ben, tu vois, mais ça ne m'étonne pas. Ça ne En, m'étonne même pas. en 2022, il avait gardé sa petite fille, notre petite fille. Il en a fait des photos de la petite toute nue avec des positions que moi, ça m'a gêné en fait. Et il m'a envoyé ça par téléphone et j'ai trouvé que c'était pas normal. Il l'a Mais non, photographiée nue avec des positions. voilà. Alors, lui, tu vois, c'est exactement quand je dis que ta fille, d'accord, elle fait subir à son propre enfant parce qu'elle a subi, tu comprends bien que si le père lui-même, il a subi, il fait subir à ses enfants. C'est exactement la même chose, c'est la même mécanique, tu vois. Et quand tu me dis que le père, eh ben, il a dû subir quand il était enfant, voilà, eh ben, celui qui subit, il devient pervers aussi. Mais statistiquement, ça se prouve. Et il y a plein de médecins qui sont capables de prouver ce que je te dis là. C'est des analyses qui sont faites. Le mal qui est fait à quelqu'un, celui qui subit le mal, il reproduit le mal. Voilà. Et c'est vrai, elle a aussi une période où elle était hospitalisée à l'hôpital, à la maternité de Draguignan. Et son père m'a caché d'ailleurs qu'elle était hospitalisée là-bas. C'est sa mère qui me l'avait dite. Et j'arrive là et il me dit qu'elle est allée enlever les dents. Et en fait, des années plus tard, j'ai appelé là-bas. Il n'y a jamais eu de dentiste, c'était juste une maternité. Donc, il est allé la faire avorter. D'accord. Ouais. Et quand Alexandra, elle a été subie des viols à Draguignan en pleine rue par plusieurs hommes et qu'elle est tombée enceinte, elle m'a fait comprendre, m'a dit hein, qu'elle pouvait aussi soupçonner son père parce qu'elle prenait ses antidépresseurs et que peut-être en s'endormant lourdement, il a pu encore la violer. Et quand sa fille est née, elle était abasourdie. Et elle disait, maman, maman, regarde, c'est la copie de Pierre. Ne l'appelez pas papa, l'appelez Pierre. C'est la copie de Pierre. Et quelquefois, je l'entends parler, je l'entendais parler. Elle parlait comme ça, par exemple, oh là là, mais qu'est-ce que tu ressembles à Père dans le caractère? Parce que j'ai l'impression que eux tous savent pourquoi je suis, moi, marginalisée, traquée, sauf moi. Ah bah oui, non, mais toi, t'es la matrice qui a fait l'enfant qui lui permet d'être pervers. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, mais je trouve ton histoire très très triste, hein, très triste. Et J'ai pas de vie, Christophe, j'ai pas de vie, j'ai pas d'intégrité, j'ai non, pas de vie. Tous les mais jeunes me photographient, tous les vieux me photographient, dans le bus, le tram, le travail. On me manque de respect, on ne me considère pas. J'ai une vie de chien. ouais, non, mais là, c'est bon. Et si cette fille ne parle pas, je risque de me faire tuer. Demain, je vais aller à l'ambassade de l'Angola parce que mon consul m'a donné rendez-vous pour m'entendre, pour pouvoir Oui, m'écouter. Et je demande juste deux choses. Être déchu de la nationalité française, bien sûr oui, d'abord jugé, être déchu de la nationalité et renvoyé dans mon pays en Angola. Alors d'accord. Alexandra, elle ne veut pas parler. Selon le prêtre, si elle ne parle pas, on ne s'en sortira pas vivante de cette histoire. Mais comme les gens disent, elle est adulte, je vais la laisser, même si ça me fait mal. Parce que Christophe, tout ce que j'ai subi, cette gamine le savait. Il fallait juste qu'elle dise une parole et Ouais, j'aurais non, été. Et elle n'a pas fait, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle ne le fait pas. C'est mais comme c'est si parce on que l'avait dit. elle a été formatée, ta fille. Elle a été formatée. Et le coupable de ce formatage-là, c'est son propre père. C'est tout. Donc toi, maintenant, si tu dois t'en aller reprendre une vie plus sereine en Angola, c'est la seule chose que je peux te souhaiter. D'accord. D'ailleurs, j'avais été en contact aussi avec l'ambassade de l'Angola, avec quelqu'un que tu connais, Francisco. Francisco. D'accord. Donc, puisque moi, j'ai fait des émissions avec plusieurs pays africains. Tu es Mhm. au courant, Oui, hein. Donc, si tu es ami avec Gladys, Gladys, elle oui, peut te le tout à dire, fait. par exemple. Hein, Oui. d'accord. Pourquoi? Parce que il y a une perversité qui s'est installée sur la communauté noire, notamment celle qui était obligée d'apprendre la langue française. Alors, avant d'apprendre la langue française,
tu as toujours des prédateurs qui sont autour de toi. Et Tout à fait. c'est souvent le premier mari qui est le prédateur, hein, dans ces histoires-là. D'accord. Tu n'es pas le premier cas et tu ne seras pas le dernier. D'accord. Ben, la seule chose que je te souhaite, moi, c'est que l'ambassade d'Angola t'épaule, qu'elle te soutienne dans ton retour en Angola, en fait. C'est tout ce que je te souhaite. Voilà. Ça peut pas être pire là-bas que ce que tu as vécu en France. Hein. Voilà. Mais j'ai pas de vie ici, j'ai pas de vie. Voilà. Donc, je n'ai pas de vie. Ils ne me laissent pas vivre, Christophe. En fait, c'est de la folie. Non, mais j'en ai conscience. Hein. Quand j'entends tout le cheminement, parce que ça recoupe une partie de ce que tu avais déjà dit dans la première émission que tu avais avec moi, tu fais que confirmer, mais là, on voit plus la perversité, la propre perversité de ta fille qu'elle a subie et qu'elle fait subir maintenant à son enfant. Mais tu peux pas dissocier le lien de ce qu'elle a vécu, ta fille, par rapport à son propre père géniteur. Voilà. Et puis, il a aussi une chose, c'est que son père, en ayant des dépendances d'alcool, il en a beaucoup fait subir à sa mère, à sa grand-mère, à la grand-mère d'Alexandra. Et cette femme est tombée des escaliers et elle a réussi à se reprendre en main. Et dans la maison de convalescence, là-bas, vers Figuanière, par là, je ne me souviens plus du petit village, elle est morte un jour avant de sortir et sa fille aînée, Evelyne, m'a dit que selon elle, mamie avait peur d'un homme de race blanche. Et je me rends compte, en fait, je me pose la question, est-ce qu'elle avait compris est-ce qu'elle était fatiguée de voir son fils vendre sa fille dans sa propre maison et ces hommes ont fini avec sa vie. Donc, il a vraiment des choses sordides à l'intérieur. Et quand je vois la façon que les gens me pétrissent, j'ai dit, il a plusieurs cadavres dans ces histoires. Et moi, Christophe, je ne suis même pas au courant de quoi que ce soit. Non, mais voilà, je comprends bien le cheminement des opérations qui ont été faites, de tout ce que tu as subi. Et je comprends le comportement du père, d'accord, du père de ta fille, d'accord, qui lui-même, enfant, il a subi et il est devenu pervers par rapport à ce qu'il a subi lui-même, d'accord. Alors après que sa propre mère, puisque tu parles de sa mère, hein, là, donc, elle a dû elle aussi comprendre certaines choses en vieillissant, en fait. Tout à fait. Et de temps en temps, ben, tu as des gens qui préfèrent quitter ce monde de brut. Voilà, c'est aussi simple que ça. En tout cas, je pense qu'elle s'est laissée mourir, en fait. Voilà. Hein. Et quand je suis partie en Angleterre, je me suis fait 2 amis, William Bradley et Mark Osborne. Et des années plus tard, Mark Osborne a violé Alexandra, abusé d'elle sexuellement en Angleterre. Et William Bradley, on l'avait appelé en France, qu'il a squatté mon studio et ensuite m'a donné 100 € pour contribuer pour l'eau et l'électricité et quelqu'un faisait une photo pour me faire passer pour une prostituée. C'est ridicule, ridicule. Donc, je constate en fait que même ces 2 hommes-là, avec qui j'avais gardé une amitié, par exemple William Bradley de 19 ans, Mark Osborne à peu près de 10 ans ou 15 ans, c'était en fait ces services-là qui me contrôlaient de l'intérieur. Et moi, j'ai tourné en rond toutes ces années seule en train de recommencer, de faire des projets. Et tout ça parce qu'Alexandra était leur proie. Non, mais je comprends ça. Je comprends ça, Hilda. Donc, franchement, et pour moi, pour l'instant, ton seul vrai projet de demain, c'est de repartir en Angola, en fait. Ah oui, je veux rentrer chez moi. Voilà. Donc ça, c'est. Et un de ces hommes m'avait dit, si tu rentres en Angola, on va te tuer à l'aéroport. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Parce que c'est l'État français, c'est la France. Mais l'État français n'a pas à me tuer à l'aéroport de l'Angola ni nulle part ailleurs. Donc, mais là, il faut faire attention parce que c'est des menaces pour faire peur. Ils aiment bien faire peur aux gens, en fait. Hein. Faut savoir, hein, d'accord. Le chantage et la menace ou faire peur, ça fait partie de leur mécanisme pour te détruire, en fait. Hein.
D'accord? Oui, mais c'est pas tout. C'est que eux, ils me volent mon argent via les impôts et me ferment le compte bancaire. Et il n'y a pas de preuve. Le Pôle emploi n'est pas autorisé à me donner la preuve comme quoi ils m'ont volé 7 000 € de mon capital Pôle emploi. Vous Ah voyez? bon? Donc, c'est-à-dire qu'il a une telle marginalisation de 31 ans que moi-même, je suis là, je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Par exemple, à Draguignan, j'avais fait appel moi-même les services de l'aide à l'enfance parce que je me suis dit, je vais me faire aider. C'est une autre civilisation, donc il a sûrement quelque chose qui m'échappe. Et là, ma fille, une année plus tard, on la place dans une famille à Argelès-Gazost, là-bas dans les Hautes-Pyrénées. Et comme par hasard, cette dame, Madame Abdallah, son défunt mari, avait comme meilleur ami Monsieur François Bayrou, qui est donc son protecteur. Et un jour, Monsieur Bayrou va là-bas, François Bayrou, il se promène 2 fois avec ma fille. Et ensuite, ces 2 promenades, ou une promenade selon les dires d'Alexandra, Madame Abdallah dit, Alexandra, que tous les jours après le lycée, tu rentres en stop. Personne ne demande ça à une jeune fille de 16, 17 ans. Elle s'est fait violer, elle a failli presque sombrer dans la folie. Et donc, j'ai pris vent de cette histoire. J'ai écrit la juge Aparicio, a convoqué Madame Abdallah et on a mis fin à cette histoire. Des années plus tard, au commissariat de Menton, je porte plainte parce qu'on a essayé carrément de me voler ma petite fille dans les bras, on a volé son ballon. Et le policier, je lui explique toute cette situation. Il me dit, c'est parce que quand c'est comme ça, c'est des ordonnances, on la viole, on la fait violer pour la briser. Comme ça, elle perd la tête. À Draguignan, un jour, elle va à Draguignan parce qu'elle habitait là-bas dans son studio et elle avait oublié ses clés chez son père. Elle frappe à la porte, le père n'ouvre pas la porte, une jeune fille. Il l'enferme dehors. Elle va dans le petit restaurant dans le quartier Saint-Léger, la Bodega. Et le propriétaire m'a dit au téléphone qu'il voyait un camion qui surveillait Alexandra et que l'homme n'avait pas l'air assez intéressant, assez gentil. Hein. Et donc, il le propose à son ami chef pompier de faire dormir Alexandra chez lui. Et celui-ci, en pleine nuit, se lève, met une capote et abuse d'elle. Et après, elle subit ces viols en pleine rue par plusieurs hommes, dont elle tombe enceinte de ma petite fille. Et à l'heure de la demande de l'aide juridictionnelle au tribunal de grâce, la juge refuse, il me dit, oubliez les violeurs, le viol en réunion, l'enfant du viol, ça ne vous regarde pas, faites comme votre fille, oubliez, rentrez chez vous. Et je ne comprends pas, c'est 28 ans de viol. C'est énorme. Là, tu nous parles simplement d'une démonstration d'un réseau. Point barre. T'es tombé dans un réseau. Voilà, c'est tout. Alors après que ça dure des années, bien sûr, elle était enfermée dans un réseau. Donc ta fille, c'était une matière première du viol. C'est tout. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et je comprends pourquoi elle est complètement perturbée, qu'elle n'est pas capable de prendre la parole, qu'elle n'est pas capable de s'exprimer. Parce que moi, j'aurais bien aimé qu'elle témoigne. D'accord? Mais elle le fera jamais. Elle le fera jamais. Vous l'avez appelé? Hein? Vous l'avez appelé? Non, mais j'avais pas son téléphone. Si, j'avais son téléphone. Oui, mais je veux vous le redonner à nouveau, Christophe. Il faut la faire parler. Parce que même si je repars chez moi, elle est quand même. En fait, là, c'est que si on ne fait rien, ça va tomber sur sa petite fille. Tu m'enverras son numéro de téléphone par email. D'accord? Oui, d'accord. Et j'essaierai de la joindre. Mais que j'aimerais bien que si elle témoignait, qu'elle raconte, c'est une manière d'exorciser quand même, hein, faut le savoir. Oui. Oui. Quand tu révèles des choses comme ça, c'est une manière de te libérer un peu ta conscience. Ce que tu fais toi ce soir, hein, tu libères aussi ta conscience. Hein. Mais je veux pas que à aucun moment je veux que tu culpabilises. D'accord? C'est toi tu as subi un environnement, tu as subi le père et tu subis maintenant les dégâts qu'on a fait à ta fille qui elle-même fait subir à sa propre fille, donc ta petite fille en fait. Voilà.
En fait, moi, ce qui me dérange au jour d'aujourd'hui, c'est sa petite. Christophe, j'ai vu la petite fille de 2 ans qui a été pénétrée la nuit sur le vagin, hurler comme un chat. C'était incroyable. J'ai senti mon âme quitter mon corps. Et je Ben me oui, rends compte, et je me rends compte que toutes les personnes autour de moi peuvent juste écrire une lettre et et m'aider et personne ne fait rien. mais C'est non, comme mais si chacun attendait son dû après ma disparition. alors écoute bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que ça touche le monde de l'enfant, et en plus le monde de la pédophilie dans l'enfant, tu n'auras jamais de témoignage, tu n'auras jamais rien d'écrit. Pourquoi? Parce que dès que tu abordes ce sujet-là, pour les gens, ça devient un dossier ou un domaine très dangereux. D'accord? Non, Il mais faut je le parle de savoir. soutien des gens qui me connaissent, de Mais soutien même, mais amical. ils vont te soutenir oralement comme ça, ils vont te donner un petit message, mais ils feront rien par écrit. Rien par écrit. D'accord? Pourquoi? Parce que les écrits, ça laisse des traces, ça laisse des noms, et ça, ils veulent pas le faire. Autant ils sont capables de t'envoyer un petit message oral comme ça pour te soutenir, faire un geste, mais pour les écrits, ils ne comptent pas sur ça. D'accord? Donc c'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'avoir la possibilité de faire parler ta fille, en fait. Il le D'accord? faut, Christophe. Hein? Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis une religieuse, Sœur Véronica. Sœur Véronica l'accompagne depuis maintenant 10 ans. Elle s'est fait violer au collège, à l'université. Sœur Véronica dit, il faut prier, il faut prier. En fait, ils mettent toujours des prêtres qui vont l'enfermer dans une espèce de boule à l'intérieur et elle continue à subir. Et on a Ouais, non, essayé de faire la même chose avec moi, sauf que moi, j'ai refusé. ouais. Bon, en tout cas, c'est une triste affaire. Donc, bon, en tout cas, ce témoignage-là, il va encore faire du bruit, Hilda, hein, je te le dis. Donc, là, donc, on a, on a fait le tour de la question déjà pour ce soir. Tu as Oui, confirmé, t'as confirmé déjà des choses, une grande partie des choses que tu avais déjà dit, mais là, tu as vraiment concentré sur ta fille, d'accord? Alexandra. Voilà, et tu as concentré sur ta fille et je vois les dégâts que ta fille, elle a subis, que toi, moralement, tu subis, parce que toi, c'est moralement, d'accord? Et maintenant, on a fait le lien entre pourquoi ta fille, elle a subi et pourquoi le père lui-même a fait subir à sa fille alors que lui-même, il a été victime quand il était enfant. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Tu vois, hein, le père, la fille, la petite fille. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est mécanique. C'est malheureusement le cas qui est répétitif et qui se reproduit dans des circonstances autres ailleurs et que et qui touche toutes les communautés. Hein. C'est pas parce que toi t'es d'origine angolaise que tu as subi ça. C'est un mécanisme qu'elle a. Tu aurais pu être d'une autre nationalité, tu aurais pu même être française. Il y a des Françaises de souche à qui ça arrive, exactement le même mécanisme. Hein. Faut pas croire. Hein. C'est malheureusement c'est triste à dire, mais c'est un constat. Voilà, Hilda. Une Hein. dernière chose, une dernière chose. Après le décès de sa grand-mère, sa grande tante Evelyne Liénaire, celle que j'ai déjà parlé dans l'autre vidéo, va donc à Draguignan pour récupérer le corps de mamie, met Alexandra à la porte. Le voisin, aujourd'hui, qui est un homme très important dans l'armée française, la viole, ça se rhabille, il va porter plainte contre elle en disant qu'elle l'a menacé de le poignarder. Et partout où cette petite est allée, elle a été violée. Moi, j'ai été isolée, méprisée. J'étais en pâturage et ma fille violée, violée. Et elle n'a jamais ouvert la bouche. Et pourtant, j'en ai mis tout en place. Alors justement, la finalité, parce que là on va arriver au terme de notre entretien, Bien d'accord? sûr. Le but, c'est maintenant que, après ton témoignage, l'idéal pour toi, ce serait que ta fille, elle témoigne, qu'elle fasse une vidéo avec moi. Oui. D'accord? Elle Qu'elle va raconte. parler, si vous le convainquez, vous pouvez le convaincre. Elle va vous D'accord. écouter parce que là où elle est fatiguée. Si on ne fait rien, elle risque de perdre la garde de sa petite fille. Et je ne D'accord. crois pas que dans les familles d'accueil, la petite va s'en sortir. C'est Je une sais. bonne maman. D'accord. Mais il faut qu'elle sorte de là parce qu'on ne la laisse pas se construire une vie. On a fait D'accord. 12 000 euros de dette. Elle n'arrive à rien payer. Elle vit
presque 20 centimètres de poubelle parce qu'elle a développé la maladie de Diogène. Et c'est quelque chose jusqu'au jour d'aujourd'hui qui ne la quitte pas. En fait, à un moment donné, elle se laisse et violer et prostituer parce que c'est le seul moment qu'elle a un contact physique avec un homme. Et c'est une très belle fille. Ça n'a pas de sens. Ah, bien sûr. Bon, en tout cas, ton témoignage est très précieux, il est très triste, Hilda, mais je te promets que j'arriverai à faire une émission avec ta fille, en fait. Et ça sera une manière de sauvegarder aussi ta propre vie à toi. D'accord? OK? Hein? On en reste là pour ce soir ou tu as encore quelque On en chose à reste là. dire? Non, c'est bon, j'ai fait le tour. D'accord. Donc, bon, ben, ce que je vais faire là, cette fois, je vais envoyer le générique de fin en te remerciant pour ce témoignage qui est précieux, qui est important et qui confirme en grande partie ce que tu m'avais déjà dit la première fois, mais là, en se concentrant sur ta propre fille. OK? Christophe, ouais. Moi, je veux vous envoyer cette photo. D'accord. J'aimerais bien qu'elle reste là devant, parce que Gladys, elle m'a dit que ça serait bien qu'elle soit visible. D'accord. Ben, tu m'envoies. Alors là, je mets le générique. J'envoie le générique, mais tu t'inquiètes pas. Si tu me fais suivre des pièces que tu veux que je mette au bout de la vidéo, tu me les envoies ce soir par email et je les mettrai en ligne juste avant le générique. C'est pas parce que je mets le générique là maintenant que je pourrais pas mettre les pièces. On fait comme ça? Oui, mais ça, en fait, je voudrais qu'elle reste là au milieu entre nous, qu'elle paraisse comme nous, vous voyez? Pour Ben qu'elle là, on la soit voit bien. visible. Là, on la voit bien. On la voit bien. D'accord? Vous allez pouvoir le mettre comme ça, qu'elle soit visible comme nous ben sommes. là, on la voit, mais si tu m'envoies en plus ta photo, je me demande si Oui, tu me l'as pas déjà. Je me demande si tu me l'as pas déjà envoyée. oui, vous l'avez déjà. D'accord. Eh ben, je la mettrai en plus au bout de la vidéo. D'accord. Je regarderai ce que tu m'as envoyé. Il y a des pièces importantes que je mettrai au bout de la vidéo. On fait comme ça, D'accord. Hilda? On fait comme D'accord? ça. OK? D'accord. Je te dis Je merci suis pour ce épuisée. témoignage. Hein? Merci. Je suis épuisée. Merci beaucoup. C'est une manière d'exorciser le mal. Ne t'inquiète pas. Ce que tu as fait, c'est une manière aussi de faire partir le mal qui est en toi. OK, Hilda? Merci. M'autorise à te faire un bisou et je te dis à très bientôt, Hilda. Merci OK? beaucoup. Bisous à vous aussi. Ciao, Salut, Christophe. à bientôt. Ciao. Bon, hein, pourquoi ça coupe pas l'enregistrement? Tiens, c'est marrant. Je vais être obligé de couper tout à l'heure. C'est ma souris qui déconne. Attends.